maintenant dans une deuxième partie, 2 interventions. La première, Jean-Baptiste Thomas, qui est enseignant à Poitiers et dont le titre de l'intervention est Pétrograd, Santiago, entre parenthèses de Cuba, Alger, Paris et Cordoba, voyage dans les années 68 et le cône sud, avec un PowerPoint, donc vous aurez probablement quelques images ou quelques photos. Donc je lui passe la parole pour environ un quart d'heure, 20 minutes, pour qu'on n'ait pas plus, pour qu'on ait un temps de discussion, et nous aurons ensuite une deuxième intervention. Merci Jeannette, merci aux camarades qui organisent ce soir, mais qui organisent plus largement le cycle 68 vues des Suds. Alors, en un quart d'heure, je vais faire rapidement, je vais sabrer dans un certain nombre de choses que je voulais aborder, mais sinon je ne parlerai que de la première partie, et puis on verra pour le débat. Et je voulais commencer en dédiant cette communication, en tout cas à la fois à Marielle Franco, qui a été abattue par les balles de la police militaire, du 41e bataillon de Rio de Janeiro, alors qu'elle s'opposait à l'intervention, à la mise sous tutelle de la ville par le gouvernement fédéral, et également dans un cadre bien moins tragique, heureusement, mais aux camarades qui actuellement sont en train d'occuper à plusieurs centaines Tolbiac et aux 13 autres universités qui sont aujourd'hui occupées, pour celles et ceux qui ont davantage d'expérience que moi en termes d'occupation d'université. 14 universités un 28 mars, je pense que c'est pas mal pour un début. Deux écoles que vous connaissez très certainement, 2 écoles pour écrire dans l'écriture du roman policier, qui sont qualitativement distinctes en général. On appelle d'un côté le whodunit, avec un Hercule Poirot qui résout une énigme depuis son fauteuil en complète extériorité avec l'action et qui répond à la triple question qui, quand et comment. Et puis il y a le hard-boiled, que l'on traduit en français par roman noir, ou plutôt roman rouge et noir. Et vous vous souviendrez tous comment, dès l'ouverture de La Moisson Rouge de Hamet, le narrateur est au cœur de l'action à Poisonville, sur fond de grève très dure des IWW, des Wobblies. Il est donc détective au cœur de l'histoire, ou plutôt militant au cœur de l'action, en plus d'être narrateur. Donc en intervenant après des camarades qui ont vécu les événements à la première personne du pluriel, comme Miguel et Jeannette, qui peuvent dire nous, ou y compris un certain nombre d'entre vous ici dans cette salle, il y a toujours donc un risque de faire du whodunit dans le travail d'historien, c'est-à-dire réfléchir a posteriori, et puis voilà, sur le quand, comment, pourquoi, mais de façon un peu désincarnée. Donc je vais essayer de pas trop vous faire Hercule Poireauté, et je vous propose donc de vous emmener en voyage pour parcourir ces années turbulentes, mais paradoxalement dans un premier temps loin du cône sud pour y revenir. Alors, un détour obligé, puisque quand François Gèze m'a demandé de parler de 68 dans le cône sud, je suis au regret de vous dire que dans le cône sud, il ne se passe pas grand-chose en fait. Alors, je schématise un peu évidemment, et j'y reviendrai. Mais la révolution cubaine, pour reprendre Brodel, c'est donc un trait de feu qui partage les destins de l'Amérique latine. Une série de révolutions latentes, dit-il, esquissées possibles, ne cesse de travailler la masse de l'immense continent. Mais au début des années 60, ces révolutions, ces transformations restent surtout à l'état de potentialité ou d'hypothèse. C'est en tout cas le constat que dresse Debré dans un article de 75 qui est publié à l'origine dans la revista La Casa de las Américas, où il dit justement que en Argentine, au Venezuela, au Chili, au Brésil, effectivement, c'est surtout la réaction, une contre-offensive qui est très importante. Néanmoins, complète-t-il, aucune de ces défaites n'a été définitive, car dans l'immense, en maniant la métaphore, dans l'immense fabrique d'explosifs qu'a installé à son insu l'exploitation impérialiste en Amérique latine, l'Amérique donc peut enfin se passer des licences étrangères, des modèles importés de révolution, et trouver ses propres modes de fabrication en accord avec son histoire, sa formation sociale et son caractère. Alors cela pose la question des chemins propres, de las sendas argentinas, dont Miguel aurait pu parler, c'est le titre de l'hymne de l'ERP, des sentiers indo-américains de la Révolution, et nous y reviendrons. Toujours est-il que néanmoins, avant 68, il ne se passe rien au point où, dans le cône sud, quand on est gauchiste, on n'est pas 68ard, on est avant tout setentista. On le pourrait traduire par 68ard, mais avec 2 ans de retard, et surtout sur toute la décennie ou presque. Donc comme s'il y avait une sorte de retard un peu à l'explosion. Il ne se passe rien
ou presque, tout est relatif, puisque Jeannette a parlé de ce qu'il se passe à Santiago, notamment dans le mouvement étudiant, mais également à Montevideo, l'Uruguay qui connaît un Mayo Uruguayo, un mai 68 qui advient en plein hiver austral, au mois d'août en réalité, d'abord sur des questions de boleto escolar, d'accès donc au transport, mais également des manifestations contre l'état d'urgence permanent, la medida de pronta seguridad qu'a décrété le président macroniste de l'époque et déjà très fortement autoritaire Pacheco Areco, et qui aboutit donc au meurtre, à l'assassinat de 3 étudiants au cours de manifestations donc, entre le mois d'août et le mois de septembre. Mais néanmoins ailleurs il ne se passe rien ou si peu, en tout cas. D'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, et surtout le fait qu'il ne se passe rien ne veut pas dire que les gouvernements sus de la contestation, qu'ils ont réussi à liquider, ou qu'ils essayent en tout cas de corseter, que les gouvernements autoritaires, de facto, ou dans le cas chilien, la démocratie chrétienne, ont réussi jusqu'à brider ou à écraser la capacité d'imaginer, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans un ailleurs, dans un passé immédiat, mais qui doit également être un futur et qui façonne l'horizon révolutionnaire. Dans la mesure où, à cette époque, chez les jeunes hommes et les jeunes femmes, la question de l'imagination, pas simplement à l'époque, mais la question de l'imagination est essentielle, pas simplement parce qu'elle est à l'ordre du jour à Paris, sur les murs et dans les assemblées, mais également dans la mesure où l'imaginaire est, en somme, assez consubstantiel de l'horizon révolutionnaire. À chaque régénération, à chaque courant, on structure un paysage qui est parfois situé, comme le dit le personnage joué par Am Wiesemski dans La Chinoise, à des milliers de kilomètres d'ici, à Pékin, dit-elle, parce que les vieux partis ne font plus rêver, la gauche réformiste ne fait plus rêver. Ce qui vaut pour la jeunesse parisienne vaut également pour la jeunesse latino-américaine. Et je repensais à un texte de Ben Saïd de 2007 intitulé « Stratégie et politique de Marx à la Troisième Internationale » dans lequel Ben Saïd souligne comment la notion de stratégie révolutionnaire s'ancre, s'articule dans une pluralité de temps et d'espace. Une idée que l'on pourrait presque décliner ou interpréter en termes d'imaginaire paysager ou paysagiste, urbains ou ruraux, qui vont donner de la concrétude politique ou un corps désirable à des hypothèses révolutionnaires, à ces hypothèses révolutionnaires dont parle Daniel Ben Saïd dans cet article, en prenant appui notamment sur les exemples du MIR chilien et du PRT argentin dans les années 60-70, avec donc d'un côté, pour les hypothèses stratégiques dont parlait Benassayag tantôt, donc la grève générale insurrectionnelle, avec donc des paysages urbains, Paris 71, Petrograd 17, Hambourg 23, Barcelone 36-37, et de l'autre, pour les partisans de la guerre populaire prolongée, les rizières du Yénan, de l'Indochine évidemment, vous voyez ici en arrière-fond la une de la revue argentine Cato de gauche, Cristianismo Revolution, justement. Non, on ne la voit pas. On la voit pas, mais là on la voit un peu mieux ici, avec donc des soldats américains qui sont couchés justement auprès d'enfants vietnamiens du Vietnam Sud pendant une offensive du Viet Cong. Ou encore, donc Cuba, c'est Llano, c'est ça. Et ça Sierra, mais également les montagnes de Kabylie et de la Casbah d'Alger. En tout cas, pour tous les groupes de la nouvelle gauche dans le cône sud qui se façonnent et qui se créent dans la clandestinité ou la semi-clandestinité, au cours de cette période avant 68, pré-68 ou pré-70, c'est un nouveau panorama distinct de la perspective Nievski qui va être resignifié, qui va se structurer et qui va revivifier aussi les références russes, les références classiques, qui restent des coordonnées obligées, quoique insuffisantes compte tenu de la façon dont elles ont été véhiculées par les détenteurs officiels de l'héritage, dont a parlé Miguel également, un héritage orthodoxe, évidemment que ce soit celui qui est véhiculé par les sociodémocrates ou les staliniens, accusés à tort ou à raison, c'est peut être l'objet d'un débat, de modérantisme, de révisionnisme, de réformisme, bref, d'être des entraves, voire des obstacles à la révolution. Après cette longue introduction, j'espère pas trop en tout cas, déjà très éloigné des Salar Ardiente Mineral et del Bosque Austral, les coordonnées géographiques que dresse Sergio Ortega, donc le nord du Chili et les forêts du sud, et qui délimitent le Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Je vais donc revenir à cet avant 68 dans le cône sud, Santiago mais de Cuba, Alger et Lénine en battle dress, ou des Verde Olivo en fonction des choix. Si l'on prend en effet le document numéro 4 de Tupamaros, du mouvement de libération nationale uruguayen, document numéro 4 de janvier 69, qui agit à l'époque comme une sorte de référence, en tout cas pour l'ensemble de l'extrême gauche, de la gauche radicale du cône sud. Ce document numéro 4 qui structure pour la première fois les grandes coordonnées stratégiques et politiques d'un mouvement
qui s'est bâti, qui s'est construit à partir de 64. Les références qui sont citées, c'est ni février ni octobre 17, c'est le 26 juillet 53 et le 1er novembre 54. C'est-à-dire c'est l'assaut contre la caserne Monca à Santiago et bien entendu la Toussaint Rouge en Algérie, qui sont autant de pierres de touche pour les gauchistes latino-américains d'une révolution mondiale qui est appelée à s'indo-américaniser, ou en tout cas une révolution tiers-mondiste qui est appelée à s'ancrer aussi dans le reste du continent latino-américain. Tout ceci, bien entendu, sans renier le marxisme-léninisme, mais je n'y reviens pas. Donc Cuba, dans un premier temps, les camarades sont revenus dans le premier échange sur l'importance, la centralité, une centralité de la révolution cubaine qui est très généralement, en tout cas réduite à une sorte de trait d'égalité qui est tiré entre la Sierra et les deux colonnes armées conduites par Cienfuegos et Guevara, en laissant de côté à la fois l'articulation entre le FOCO et puis les foyers et les fronts urbains et syndicaux du M26, mais en tout cas qui consiste aussi à tirer un trait d'égalité entre processus révolutionnaire, toujours renvoyé à plus tard par les réformistes, et lancement de la lutte armée, entre désir de révolution et urgence de la pratiquer. Avec donc la façon dont c'est synthétisé par le Che dans la guerre de guérilla, l'article de 60, qui devient un bréviaire pour les militants de l'époque. De façon plus inattendue peut-être, mais comme en tout cas en témoignent les documents uruguayens que je citais, l'autre paysage extrêmement important, c'est l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord qui va structurer un imaginaire et un désir en tout cas de révolution, et que l'on assiste dans les formations internes sur la bataille d'Alger de Pontecorvo, qui est diffusée dans le cône sud dès sa sortie en Italie après 66, alors que le film restera censuré en France jusqu'au début des années 2000, ou que l'on s'inspire davantage des damnés de la Terre, lorsqu'on est la Tierra. La traduction est publiée par ERA au Mexique dès 65 et connaît une très large diffusion en Amérique latine et en Argentine en particulier, au point où David Ramos, l'un des fondateurs des FAB, des Forces armées révolutionnaires, à l'origine des premières guérillas rurales en Argentine, Ataco Corralo, dira dans un entretien que pour lui, en tout cas, l'influence de Fanon était plus importante que celle de Guevara. Donc en fonction de ces choix, de la façon dont on insiste davantage sur donc, la bataille d'Alger ou sur Fanon, la guerre de libération est vécue ou relue à travers un prisme tour à tour algérien ou algérois, selon qu'on accorde un primat au volet maquisard de la guerre de libération contre l'armée française, ou au contraire une importance plus grande aux éléments urbains. En tout état de cause, si on suit Joe Baxter, qui est une figure mythique du militantisme de l'époque, connu dans toute la région et qui passe de la droite nationaliste argentine la plus dure dans sa jeunesse à la 4e internationale, il est recruté lors d'un séjour d'entraînement militaire à Cuba. L'Algérie, dit Baxter dans un entretien qu'il concède à Primera Plana à l'époque, l'Algérie est l'exemple le plus complet de la révolution nationaliste, dit-il. On songera de même qu'à la suite de la scission du PRT en février 68, à laquelle Baxter participe, c'est tout naturellement que les soutiens de Santucho, partisans d'un lancement immédiat de la lutte armée, et qui constitueront par la suite donc la section officielle du SU, se creusent la tête entre eux pour se demander effectivement comment trouver le nom d'un journal qui claque un peu et qui détonne avec le reste, puisque tous les titres évidemment sont appropriés, ont déjà été pris, ou au contraire sont maculés par les tâches de l'infamie stalinienne. Et donc il y en a un qui a évidemment une idée absolument géniale, qui en fait on va s'appeler comme le journal des camarades algériens, El Combatiente, El Moudjahid. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième élément, et la dernière touche à cette composition. Donc vous voyez ici la une, donc la une du premier numéro donc de mars 68 pour le 4e congrès. Dernière touche à cette composition chromatico-exotico-radicale, Lénine en battle dress, ou Lénine de Verde Olivo, puisque si vous voulez évidemment damer le pion de la gauche réformiste, on ne peut pas néanmoins se faire doubler sur la gauche par les réformards. Et donc il faut manier en tout cas les classiques autant, ou en tout cas aussi mieux qu'eux. Et c'est pour ça que dans les références militaires du marxisme classique qui sont maniées à l'époque, un texte sort du lot parmi tous les autres. Il s'agit du long article publié par Lénine en 1906 et publié sur Proletari, et qui est intitulé en français « La guerre de partisans ». Guerre de partisans dans lequel Lénine finit par dire, je vais très rapidement, ce qui désorganise le mouvement, ce ne sont pas les actions des partisans, sous-entendu la guérilla, mais la faiblesse d'un parti incapable d'en assumer la direction. Et c'est cet argument d'autorité qu'on retrouve dans le raisonnement, la polémique contre Moreno, qui est co-signé par Santucho,
Domecq et Prieto dans El único camino al socialismo el poder obrero, qui est rebaptisé par les militants après 68 le Petit Livre Rouge, bien entendu en raison de la couverture, la couleur de la couverture de la première édition clandestine que vous avez ici, mais également en référence au classique du marxisme. Et dans la tentative d'assemblage des éléments énoncés plus haut, à savoir d'un côté guerre populaire prolongée, mais sans abandonner l'hypothèse de la grève générale insurrectionnelle, sorte d'hybridation entre Lénine, Trotsky, Mao et Guevara, l'ensemble de la première partie est vertébré par le texte de 1906, évoqué en amont, donc qui en russe c'est Partizanskaya Vaina, la guerre des partisans, mais qui est, ce qui est très drôle, traduit en espagnol par la guerra de guerrillas, non, comme si c'était une sorte de d'essai guévariste ante litteram de Lénine. Et d'ailleurs, les Américains, le SWP, republiera plus tard le texte, non pas avec Partisan Warfare, mais comme Guerrilla Warfare. Donc vraiment, cette idée, effectivement, que même Lénine, déjà, avait effectivement conçu cette centralité, en tout cas, de l'affrontement et de la nécessité de porter l'affrontement armé et de générer, allant de l'embuscade, évidemment, à un conflit plus large. Alors, cette synthèse... En tout cas, c'est une synthèse à laquelle adhère peu ou prou l'ensemble de l'extrême gauche du cône sud à l'époque, jusqu'en 68. Les discussions qui traversent l'extrême gauche, fondamentalement, ont à voir avec trois questions. La géographie de la lutte armée, alors est-ce qu'elle doit être urbaine ou rurale? Le calendrier de sa mise en place, immédiat ou renvoyé à plus tard. Et la fonction de la projection politique de l'organisation, c'est-à-dire est-ce que la lutte armée doit être un élément tactique ou stratégique dans l'orientation. Tout ça va changer fondamentalement à partir de 68-69 et je me centrerai sur le cas argentin. Alors j'espère que les camarades trasandinos ou de la bande orientale, s'il y en a, me pardonneront. Mais en tout cas, le cas argentin est assez représentatif d'un certain nombre de changements dans ces paradigmes imaginaires et je vais aller très rapidement. D'abord, cette cartographie algéro-cubano-léniniste, elle va être bousculée par deux événements majeurs. Mai 68, le El Mayo Francés, d'un côté, et de l'autre, le Cordobazo, sur lesquels les camarades sont déjà revenus. Je vais aller très rapidement sur la façon dont Sud Aviation se rapproche de Nanterre et Nanterre de Cordoba. Je m'explique. Je ne m'attarderai pas sur la réception in loco de mai 68 par l'ensemble de la gauche radicale argentine, mais davantage la façon dont le PRT, donc la section officielle, et ce qui sera par la suite le PST, ou en tout cas le PRT La Verdad, de Moreno, analyse 68 en France, à la lumière d'échos qui leur arrivent et qui sont similaires. C'est-à-dire, en fait, ils s'inspirent tant de Marcha, le grand hebdomadaire uruguayen, qui publie un certain nombre de traductions, les rapports élaborés par le secrétaire unifié, le SWP américain et la section française, en l'occurrence dirigée par Pierre Franck. Je ne sais pas si Santuccio avait, je ne pense pas, une communication avec ses camarades entre mai et juin, les camarades argentins, mais bon, en tout cas, il y a un certain nombre de documents qui arrivent dans la clandestinité en Argentine. La question qui est assez cocasse, mais qui est très heuristique d'un point de vue politique, c'est que dans son article central du 5 juin 68 du Combatiente, qui est intitulé Qu'est-ce qui ocurriendo en Francia, que se passe-t-il en France, l'usine Sud Aviation de Bougonnet près de Nantes, qui est à l'origine, donc avec Renaud Cléon, de la poursuite de la grève après le 13 mai, est située géographiquement près de Nanterre. Voilà. Alors évidemment, confusion toponymique Nantes-Nanterre, il n'en reste pas moins que c'est politiquement assez révélateur et c'est surtout assez juste dans la façon dont l'unité, en tout cas ouvrière étudiante, commence à se créer et surtout cet intérêt qu'ont le PRT, la Verdad et le Combatiente pour ce qui est en train de se passer, ce qui se joue en France. Néanmoins, les conclusions stratégiques qu'en tire le PRT, la Verdad et le PRT, le Combatiente sont absolument distinctes. D'un côté, l'organisation Santuccio, et j'irai très rapidement, insiste sur le fait que ce qui se joue à Paris, ce qui se joue sur les barricades, et quand bien même donc Santuccio effectivement dit que no tienen fusiles, no tienen pelotas, c'est la violence à liquider la non-violence. C'est-à-dire c'est le fait que l'affrontement avec les forces de l'ordre est à l'ordre du jour et rien ne sera plus arraché sans une confrontation brutale et violente. Là où, selon la Verdad, le mouvement étudiant français a démenti les spéculations et les théories de ceux qui, à l'image de Marcus, donc ça ferait plaisir à Miguel, soutiennent depuis des années que la classe ouvrière des pays avancés ne fera rien pour la révolution mondiale et que les intellectuels et les étudiants sont la nouvelle classe révolutionnaire. Ces honnêtes intellectuels révolutionnaires, alors, la distribution des bons points oblige, tiraient une conclusion hâtive d'un élément circonstanciel. La classe ouvrière était maintenue dans sa passivité par les appareils bureaucratiques et par le boom économique.
Donc pour les morénistes, pour le PRT La Verdad, mai 68 marque le début d'une remontée du mouvement ouvrier à échelle internationale, d'une nouvelle séquence permanentiste au sens où les temporalités dont tu parlais, Jeannette, des processus révolutionnaires longtemps désaccordés entre le Nord en mouvement et entre le Sud, un Sud en mouvement et un Nord relativement stable entre 48 et 68, recommencent à battre au même rythme. Au point donc où pour le PRT La Verdad, mai 68, la rébellion de la jeunesse à échelle internationale, la lutte sans quartier des masses vietnamiennes contre l'envahisseur Yankee font partie du contexte actuel qui caractérise l'Amérique latine. Donc voilà, les révolutions étant selon Moreno revenant dans un cadre normal, c'est-à-dire des révolutions qui ont pour centre de gravité le prolétariat industriel, les villes comme cadre géographique et l'insurrection urbaine comme axe de la lutte armée, que ce soit dans les pays les plus développés comme dans les régions périphériques. Très rapidement sur le Cordobazo, qui advient quasiment un an jour pour jour après les explosions, en tout cas les premières barricades qui se dressent dans le quartier latin et les affrontements qui essaiment un peu partout dans la capitale. Synthétiser le Cordobazo dans la minute qui me reste sera compliqué, mais néanmoins on pourrait dire que de façon... 2 minutes, alors 2 minutes. Le Cordobazo, c'est la nuit des barricades plus la grève de Billancourt, le tout à un niveau de violence encore plus supérieur, dans la mesure où c'est 3 morts par balle chez les manifestants, 70 blessés, mais également des francs-tireurs qui prennent position sur les toits des maisons basses du barrio Clínicas, qui est une sorte de quartier latin cordobais, le tout sous régime militaire. Donc une sorte de mai-juin 68 à retardement, mais concentré dans le temps entre le 29 au matin et le 30 à l'aube, au moment où le 3e corps d'armée rentre dans la ville. Et avec pour protagonistes centraux les ouvriers de l'automobile, de l'industrie, donc de Renault et Fiat notamment, donc l'aristocratie ouvrière argentine, les travailleurs de l'énergie et les étudiants, en tout cas des ouvriers qui sont parmi les mieux payés du pays et qui, disons, détonnent par rapport à la marginalité socio-économique sur laquelle Guevara fixait en tout cas ses espoirs et vis-à-vis de lesquels l'extrême gauche argentine a pu à un moment donné chercher le sujet par excellence de la révolution. Intéressant là aussi de voir comment, pour finir, l'extrême gauche argentine tire des leçons absolument distinctes de cette mise en déroute de la dictature, donc un cycle qui va commencer, qui ne prendra fin véritablement qu'avec le coup d'État de mars 1976, un cycle d'insubordination extrêmement puissant. Pour le PRT, le PRT de Santucho, fondamentalement, la leçon du Cordobazo, c'est le fait que les francs-tireurs ont pu affronter l'armée. Et dans son numéro 30, au fil des pages, on voit effectivement défiler une sorte de programme de transition politico-militaire qui peut se résumer de la façon suivante, c'est dès leurs Miguelitos, c'est-à-dire les petits clous qu'on met pour crever les pneus des véhicules blindés légers de la police, des Miguelitos aux barricades, des barricades aux francs-tireurs et des francs-tireurs à l'armée populaire. Donc c'est ça l'horizon politique et stratégique qui est à l'ordre du jour. Là où fondamentalement, et je finirai là-dessus, pour le PRT La Verdad et pour d'autres groupes d'extrême gauche argentin, l'enjeu c'est de faire crear dos, tres, muchas Córdobas, c'est-à-dire en écho effectivement aux 2-3 Vietnam de Guevara, mais une sorte de déclinaison beaucoup plus classiste, lutte de classe, de ce qui est à l'ordre du jour. Et certains disent y compris que un perdriel, c'est-à-dire une occupation de l'usine Renault de Córdoba, vaut 100 kidnappings, à l'époque qui était kidnapping perpétré par la FAL dont parlait Miguel, contre un consul honoraire, ça donnera lieu à un bouquin de Graham Greene en 73 par la suite, mais en tout cas qu'une occupation d'usine vaut plus que 100 actions armées, et d'autres diront, notamment un écrivain argentin, Antonio Marimón, qui à l'époque est attaché de presse du syndicat de l'automobile, dit que 1000 perdriels en revanche ce serait un congrès des soviets. Donc voilà, donc la boucle est bouclée, on est revenu à Petrograd avec quelques détours. Certains ont utilisé ces chemins de traverse pour radicaliser, accentuer d'autres options stratégiques, d'autres pour revenir dans le sillage de coordonnées beaucoup plus classiques. En tout cas, 68 est à l'ordre du jour à partir de ce moment-là dans le cône sud, pas simplement en Argentine mais également au Chili et en Uruguay. Ce n'est pas simplement un passeport pour hacer el amor en los parques, pour faire l'amour dans les parcs, comme dit Nicolas Casulo, qui a écrit un
un bouquin à l'époque qui est inspiré de son expérience parisienne. Le bouquin évidemment immédiatement envoyé au pilon par la dictature, mais en tout cas un appel à recommencer 50 ans après, ou en tout cas 50 ans aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. Merci beaucoup.